Oui, bonjour. Alors, d'abord, je veux remercier les concepteurs de cette session parce que je trouve qu'il y a un enchaînement, de mon point de vue, tout à fait parfait entre ce qui a été dit en première partie, puis par Éric Gaume, par rapport à ce que je vais présenter. Justement, je vais dire un petit mot, un petit, sur le principe de précaution. Donc voilà, je craignais de passer sous silence tout un tas d'aspects qui ont été abordés ce matin sur l'incertitude statistique, sur la propagation des incertitudes. On va parler de probabilité et donc ça tombe très bien parce que ça a été un peu explicité et notamment je vais rebondir sur un certain nombre d'aspects qu'a présenté Rigourme. Donc pour moi, il y a une transition tout à fait harmonieuse entre ce qui a été dit et ce que je voulais dire. Alors, un petit mot de présentation. Moi, je suis un médecin, je suis un épidémiologiste et je travaille sur les questions de santé-environnement depuis un bon moment. Donc, je suis un épidémiologiste, j'allais dire, de santé publique, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas uniquement de produire des connaissances, mais c'est la santé publique et ça veut dire que ça sert à prendre des décisions. C'est la santé publique, ce n'est pas une discipline, c'est un champ d'action. Alors, donc je vais parler de décisions publiques ici. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro? Je parle trop loin. Ah, voilà. Je vais parler plus près du crachoir. Donc, je disais, la santé publique, ce n'est pas un champ disciplinaire, c'est un champ d'action. Donc, c'est quelque part une des sciences politiques. Et l'épidémiologie vient ici fournir un certain nombre d'éléments quantitatifs qui sont une aide à la décision. Alors, je ne vais pas revenir sur le fait qui a été déjà très clairement expliqué, sur le fait qu'une décision ne se prend pas uniquement sur des critères quantitatifs, il y en a bien d'autres. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voulais rappeler ou amener peut-être à la discussion en fonction de ce qui a été dit ce matin, c'est que une décision, ça se prend forcément sous incertitude. S'il n'y a pas d'incertitude sur ce qu'il y a à faire, ce n'est pas strictement parler une décision. Ça, c'est des choses qui se discutent dans la théorie de la décision. Et puis aussi parce que je crois que la décision, ça a l'air d'être un concept assez simple, mais en fait, il ressort de ce qu'on a entendu plus tôt ce matin qu'il y a encore une ambiguïté, c'est-à-dire que ne rien faire est une décision. Et si je vous parle du rapport Stern qui a chiffré ou tenté de chiffrer il y a une dizaine d'années les conséquences, les coûts économiques du ne rien faire par rapport au changement climatique, ben on se dit, bah oui, c'est une décision forte. Et donc ça renvoie à quelque chose qui a été soulevé par un des auditeurs tout à l'heure, en disant, mais ça renvoie au principe de responsabilité. Donc de toute façon, une décision, c'est toujours sous incertitude, et ne rien faire est une décision. Et donc on va reparler aussi du principe de précaution à ce niveau-là. Et puis, dernier point, donc si je suis bien à l'école des hautes études de santé publique de Rennes, là, je vais parler d'une posture un petit peu spéciale. En fait, je vais vous illustrer et vous présenter un avis qui a été rédigé et publié en 2010, donc ça fait déjà un petit moment, par le comité de la prévention et de la précaution, qui est un comité, pas vraiment d'experts, parce qu'un grand nombre de disciplines sont représentées. Bon, de sachants, de sages serait peut-être un peu exagéré, donc qui a été créé en 96 par Corinne Lepage, alors ministre de l'Environnement. Et elle se disait, il n'y a rien pour parler de santé-environnement au ministère de la Santé, c'était à peine exagéré, mais c'était assez vrai. Et donc, moi, je vais me créer mon comité à moi de gens qui peuvent me dire à moi, ministre de l'écologie, c'est quoi les problèmes en santé-environnement. Donc voilà, une fois le décor un petit peu campé, je vais venir à mon sujet. Alors, je vais vous parler, j'ai déjà commencé à le faire un petit peu, en termes assez généraux, et on retrouve, donc j'ai eu le souci, mais ça vient d'être très bien présenté par Éric Gaume, que vous gardiez en mémoire un exemple de décision qui est celui des inondations, et notamment dans un monde très changeant qui est le nôtre et très incertain, qui est celui du changement climatique. Alors, on a parlé de l'incertitude sur les prévisions, Éric Gaume a très bien expliqué tout ça, mais on voit bien que ça va être encore plus compliqué parce que
eh bien, il se produit quelque chose qui paraît maintenant difficile de contester, qui est le changement climatique. Et on ne sait absolument pas, par contre, ça c'est très incertain, ce que ça va donner. Alors évidemment, plus les prévisions tendent à aller plus loin dans le temps, plus les prévisions vont être incertaines. C'est ce qu'a montré très bien, plusieurs intervenants, et en particulier Eric Gaume à l'instant. Plus on se projette à partir du moment où on a les données, plus on va être incertain. Alors, par exemple, donc pour le changement climatique, on ne sait pas très bien ce que ça va donner localement. Ça, c'est très incertain. On sait qu'à des endroits, ça va être plus chaud, qu'à d'autres endroits, ça va être plus froid, que globalement parlant, en moyenne, les températures vont monter, mais on ne sait pas de combien. Et pour l'instant, l'effet le plus certain et le plus avéré, c'est que le niveau de la mer augmente, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc, dans ce cadre, on revient à l'exemple qui a été présenté par Eric Gaume. L'inondation, c'est un danger à ce stade, ce n'est pas un risque. Il faudra mettre une probabilité derrière pour en faire un risque, je vais y revenir. Et que doit être la décision publique, sachant que les pouvoirs publics ont une mission de protection des citoyens et de l'environnement. Donc l'aspect santé direct ou indirect est présent ici. Et puis, donc, on va essayer de regarder à quel moment on se situe en prévention, c'est-à-dire qu'au fond, l'incertitude est relativement minimale, et à un autre moment où l'incertitude est maximale, qui est donc le régime de la précaution. Alors, bon, je l'ai déjà un peu dit, le problème, et là à nouveau, ça a été très bien illustré par Eric Gaume à propos de ces prévisions d'inondation à propos de mesures de débit qui ne peuvent pas être faites et qui sont faites à partir de hauteur d'eau, c'est appelé le jaugeage ou le tarage, je ne me souviens plus. Donc, on va prendre des décisions sur des données du moment pour essayer de se projeter dans le temps. Donc, c'est extrêmement périlleux et risqué. Avec, pour ce qui me concerne et dans mon champ de spécialité, des effets humains qui vont être directement sanitaires, mais socio-économiques aussi, avec à nouveau des effets sur la santé des populations. Donc c'est toujours, mais évidemment je parle de mon point de vue, c'est toujours les effets de santé sur lesquels on retombe. Et évidemment, tout ça, ça va coûter de l'argent, et là aussi ça a été très bien illustré. Alors, il faut bien, mais je reviens sur quelque chose qui était apparent, c'est que ce n'est pas parce qu'on est dans l'incertitude qu'on est complètement ignorant. Mais donc on doit prendre des décisions à un temps T, avec une projection plus ou moins lointaine dans le temps, et on court un petit peu derrière les données scientifiques. Ça prend du temps de faire de la bonne science, et en général, quand on doit prendre une décision, eh ben, on se dit, c'est embêtant, j'aimerais bien avoir ça comme données, mais je ne les ai pas. Mais si je les demande, ça va prendre quelques années, en sachant aussi que j'insiste sur le mot des données probantes. Alors ça, c'est un petit peu un de mes chevaux de bataille, parce que donc je m'intéresse aux relations entre l'environnement et la santé, donc je m'intéresse aux questions de causalité. Eh bien, dire qu'il y a une causalité, c'est extrêmement compliqué. Donc le probant, en fait, j'aurais dû mettre des guillemets parce que c'est jamais certain. Et les épistémologistes qui s'intéressent à ces questions de causalité, bon, il y a une vieille tradition qui dure de plusieurs siècles, vous dirait qu'en fait, on ne peut jamais prouver une causalité. Alors, on sait qu'en pratique, on agit tous les jours sur des éléments causaux. On sait très bien quand on appuie sur un interrupteur, s'il y a du courant, ça va donner de la lumière ou ça va l'éteindre. Donc il y a un chemin causal évident et pragmatique, mais en termes purement logiques, on ne peut pas prouver une causalité. On ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas, mais on ne peut pas non plus, en termes purement logiques, prouver que quelque chose existe, parce qu'il y a toujours la possibilité qu'on n'ait pas maîtrisé un phénomène. Ça ne nous empêche pas d'avancer, ça ne nous empêche pas de prendre des décisions, et je vais essayer d'être un petit peu plus concret et de boucler à nouveau sur quelque chose qui a été introduit par Eric Gaume, c'est l'idée que un des moyens, en particulier dans ce qui nous rassemble ici, les questions d'eau, pour ainsi dire, et les incertitudes qu'il y a sur tous les domaines de l'eau
à tous les niveaux. Il faut un peu, c'est une des propositions que fait le comité de la prévention et de la précaution, on propose de s'appuyer sur quelque chose qui a été très débattu, au moins dans le champ santé-environnement, sur des experts profanes. C'est quoi des experts profanes ? C'est pas des scientifiques. Donc il y a des réactions vives quand on dit experts profanes. Mais non, c'est pas des scientifiques, donc on ne peut pas se baser sur des gens qui disent mais j'ai telle expérience ou j'ai la mémoire de telle chose ou parce que mon grand-père me l'a raconté qu'il se passait telle chose à tel moment. Eh bien on s'aperçoit, j'étais assez contre d'ailleurs cette histoire, ça me paraissait un peu démagogique comme concept, et il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler sur des questions de santé-environnement avec des gens d'une fédération d'associations qui s'occupent d'environnement, pour ne pas la citer, la France Nature Environnement, et je me suis rendu compte, quand j'allais parler de questions de santé-environnement à leur demande à ces gens-là, qu'ils avaient une connaissance locale, de situations locales absolument fabuleuses, et ils étaient vraiment, vraiment experts. Et donc, cette connaissance locale, encore une fois, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas le niveau de conversation de bistrot, elle existe, et le problème qu'il y a là, mais peut-être que c'est l'occasion d'un débat, c'est de se dire, mais comment l'utiliser, comment la mobiliser, comment la valider, en sachant que des gens qui sont un peu militants sur le fait qu'on doit pas faire une infrastructure locale, dimensionner une digue pour une crue centennale ou millénaire, ou des choses comme ça, y compris dans un contexte évolutif, ces gens-là, ils ne vont pas publier des articles scientifiques dans les revues. Donc, mais il y a réellement cette expertise, et je vous dis, j'étais sceptique, je les ai rencontrés, je les ai entendus, et je dis, il y a vraiment quelque chose sur lequel s'appuyer. Le deuxième point, mais qui a été aussi abordé, c'est que moi je travaille en évaluation du risque sur la décision. Alors là aussi, je recite Eric Gaume, il a bien raison de dire que l'évaluation du risque, c'est quelque chose qui doit être a priori séparé de façon étanche de la décision elle-même. C'est-à-dire que l'évaluation du risque, elle doit être indépendante des enjeux, par exemple, des coûts politiques, sociologiques, économiques d'une décision, d'une action qui aura été entreprise à la fin. C'est quelque chose, l'expert qui s'intéresse, l'évaluateur de risque, doit être a priori complètement indépendant, hors sol par rapport aux conséquences éventuelles de la décision. Alors ça, c'est idéal, ça ne se passe pas comme ça, et même il n'est pas souhaitable que ça soit complètement indépendant, ne serait-ce que parce que l'évaluateur de risque, il doit tenir un discours compréhensible par le décideur. Donc il est souhaitable qu'il y ait quand même un minimum de dialogue. Mais vous voyez que sur cette prise de décision, on est quand même, on navigue empiriquement entre deux écueils, celui de effectivement, pour l'évaluateur de risque, d'être influencé par les conséquences possibles de ce qu'il dit, et y compris en minimisant pour être vendable, entre guillemets, auprès des décideurs, les conséquences possibles d'une situation, ou à l'inverse, de faire quelque chose d'extrêmement touffu, trapu, qui permet à l'évaluateur de risque de se défausser de toute responsabilité en disant mais c'est pas utilisable, mais je m'en fous parce que j'ai fait mon travail. Donc il y a quand même un processus délicat à mettre en place. Alors je reviens aussi sur l'idée qu'on décrit des scénarios de survenue d'un danger, donc quelque chose qui est intrinsèquement dangereux. Une inondation, c'est intrinsèquement dangereux, ça peut avoir des dommages, mais c'est plus ou moins probable. Et là aussi, ça a été très bien illustré. On peut faire d'ailleurs éventuellement du qualitatif quand on n'a pas de quantitatif. Donc ce n'est pas vraiment des probabilités au sens strict du terme, mais finalement, la mesure du risque, une probabilité par un danger, et donc un danger c'est quelque chose, c'est une propriété intrinsèque, c'est la causalité, c'est finalement la meilleure mesure de l'incertitude. Donc ça peut être un chiffre très simple. Voilà. Mais comme c'est incertain, et ça c'est là aussi je pense c'était assez implicite ou parfois assez explicite dans les interventions précédentes, comme c'est incertain, comme on utilise des modèles qui sont eux-mêmes incertains, eh bien, il est tout à fait normal et légitime qu'on ait
suivant la personne qui les produit ou l'équipe qui les produit, des estimations, des évaluations de risque qui sont différentes. Donc, en termes de prise de décision, c'est assez compliqué. Alors, je ne vais pas rentrer dans les... Il n'y a pas de critères absolus, mais pour traiter de ça, mais je vais vous proposer, donc vous présenter ce qu'a élaboré le comité de la prévention et de la précaution là-dessus. C'est que pour une question de culture, finalement ça a été mis en évidence dans plusieurs interventions, notre idée ce serait de dire il faut créer des instances pérennes d'expertise. Oui, il y a des comités d'experts partout, et de débat. Ça veut dire que là-dedans, on s'arrange pour créer ces structures qui mettent, suivant des modalités et un risque à déterminer, à la fois les scientifiques purs et durs, mais aussi les parties prenantes, y compris les experts profanes. Voilà. À des moments qu'il faut regarder, ça dépend de la prise de décision, ça dépend des enjeux. Donc, mais l'idée qu'on puisse imaginer ce processus de structure pérenne, à notre avis, c'est vraiment un chantier, ce n'est pas évident à mettre en évidence, encore une fois, parce que nombre de scientifiques n'ont pas envie d'être mêlés avec éventuellement des militants ou des gens impliqués sur ces experts profanes, parce qu'ils se sentiraient un peu déconsidérés. Et puis, donc, organiser des alternances entre les phases de concertation et les phases d'expertise, mais tout ça, le rythme, les modalités sont complètement élaborées. Et aussi revenir, bien sûr, ça a été dit, sur le fait que tout processus décisionnel public devrait faire l'objet d'une évaluation a posteriori avec retour d'expérience sous l'autorité d'une instance qui aurait été complètement indépendante du processus en amont. Alors voilà comment graphiquement ça se présente, et c'est là qu'on va voir comment la prévention, on sait quelque chose, il y a des solutions qui existent, on sait quels vont être les impacts, s'articule avec la précaution, donc ça doit être un petit peu petit pour l'arrière, là, mais rapprochez-vous. Bon, je vais essayer de commenter ça. Vous avez, alors, oui, un départ là, vous avez ce qu'on a appelé l'émergence d'un doute. C'est assez difficile à qualifier un doute, bref, il y a une question de poser. Et ici, ce qu'on met en rond, là, c'est de dire, voilà, il y a quelqu'un qui va prendre en compte, qui va prendre en charge, qui va s'occuper de ce doute. Ça peut être une alerte, par exemple, de tout ordre, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et là, vous avez déjà une première étape de la décision. Ou bien, il y a un risque qu'on peut finalement écarté. Et finalement, l'idée, quand je redescends ici, c'est de se dire, eh bien, ma foi, c'est quand même quelque chose, bon, c'est une idée baroque qui a surgi dans l'idée de quelqu'un ou d'un groupe, mais il n'y a rien pour lui donner de la substance, donc on va pouvoir dire, le processus s'arrête ici. Néanmoins, il ne faut pas qu'il s'arrête complètement ici. Ça veut dire qu'il y ait une recherche qui a été faite sur pourquoi ce signal s'est produit. Deuxième possibilité, on est en situation de risque avéré. C'est-à-dire que entre la situation d'exposition, je dirais, et les conséquences, encore une fois, le lien de causalité est raisonnablement établi. Et donc, ici, cette situation de risque avéré, on est bien dans la prévention, et on prend en compte la dimension temporelle. Est-ce que c'est... il y a aussi là un groupe d'experts et de non-experts, tout ça est à discuter, ça dépend des situations, c'est à géométrie variable, va discuter de ça et de se dire, est-ce qu'il y a une urgence à agir ou est-ce qu'il n'y a pas d'urgence? S'il n'y a pas d'urgence, on fait une évaluation approfondie, j'y reviendrai. Et s'il y a une urgence, on propose des mesures temporaires qui vont permettre de prendre quelques précautions ou de gérer les plus urgents en attendant qu'on puisse se livrer à cette évaluation approfondie. Cette évaluation approfondie peut nous montrer
qu'on est dans une zone d'incertitude négligeable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on maîtrise quand même presque tout. Et on s'y trouve dans une situation très classique de prévention avec des mesures pérennes. Ou bien ça peut être une zone d'incertitude significative et on prend des mesures de prévention avec plus d'enjeux, et on discute aussi de la pérennité des mesures. À l'inverse, si le risque naît entre le doute et le risque avéré, on est dans une situation qu'on appelle d'ambiguïté, et là, on est dans le régime de la précaution. Et encore une fois, le principe de précaution, on le dit, on le redit, mais on ne le redit jamais assez, ce n'est pas le principe du ne rien faire, on bloque tout. C'est un principe d'action, ne serait-ce que pour produire les connaissances nécessaires. Mais on ne produit pas n'importe quelle connaissance à n'importe quel moment. Ça se priorise. Mais encore une fois, le principe de précaution, c'est un principe d'action. Donc, ce n'est pas vrai que c'est un frein à l'innovation, par exemple, bien au contraire. Voilà. Et on retrouve ici, tout à fait en miroir, mais on voit bien que les enjeux sont différents, les rythmes sont différents, ce qui doit être mobilisé est différent. On retrouve exactement les mêmes compartiments que pour le régime de prévention, la prise en compte de la prévention temporelle, le fait que ce soit urgent ou pas urgent, le fait qu'on aboutisse dans tous les cas à une évaluation approfondie, etc., etc. Donc, et finalement, ce qui va changer, c'est éléments probants à la suite de l'évaluation approfondie qui vont soutenir des mesures de précaution. Mais encore une fois, on sait bien que l'incertitude, elle est bien plus grande que quand on est en situation de prévention, où on sait quand même sur quoi s'appuyer, quels vont être les résultats précis des mesures qu'on va prendre en termes de prévention. On sait ce que ça va donner. C'est à peu près carré, à peu près borné. En revanche, dans la précaution, on a un élément probant, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Et puis, si on n'a aucun élément probant à la suite de l'évaluation approfondie, on se retrouve finalement dans une situation voisine du départ où il y a un doute, mais qu'on peut écarter parce qu'il n'y a vraiment aucune base solide pour nourrir ce doute. Voilà. Donc ça, c'est le schéma résumé de ce document du Comité de la prévention et de la précaution. Donc, c'était un travail très intéressant de plusieurs mois, mine de rien, pour aboutir à ça qui semble finalement être du parfait bon sens. Et je dirais que j'aime à dire que le Comité de la prévention et de la précaution, c'est essentiellement du bon sens appuyé sur le plus possible de science. Et donc, j'en viens... J'espère que je ne suis pas trop long, donc j'ai quasiment fini. Voilà, en situation donc, de précaution, grandes incertitudes sur l'ensemble des compartiments qui vont soutenir une décision, une démarche flexible qui est révisable suivant l'évolution de la situation et des connaissances, une transparence des attendus sur l'évaluation du risque, y compris les incertitudes, les intervalles de confiance qu'on nous a présentés, plutôt ce matin, les options existantes, les coûts et les bénéfices, sachant que les évaluations économiques, on n'a pas tellement parlé de ça. Je ne sais pas si le dernier orateur est un petit peu économiste, mais les évaluations économiques, c'est aussi des choses extrêmement incertaines, d'après ce que j'en ai compris. Les conditions de réfutabilité. C'est-à-dire de montrer qu'à un moment, quelque chose qu'on croit n'est pas établi et même que c'est faux. Et puis la durée de validité des mesures prises. Donc tout ça doit être, mais là aussi je crois que ça illustre très bien ce qui a été dit auparavant, tout ça doit être mis sur la table et transparent. Évaluation systématique et homogène, c'est-à-dire que ce soit en gros les mêmes principes qui s'appliquent aux mêmes situations, des différentes options disponibles pour la gestion du risque, créer ou renforcer les instances en charge de cette évaluation. Je ne suis pas sûr, je suis même convaincu du contraire, qu'on n'a pas vraiment ce système-là de façon très formelle en France, mais peut-être qu'il y a des choses dans les domaines qui sont un petit peu plus éloignés que de mon domaine santé-environnement. Il existe des choses, mais donc on en reparlera tout à l'heure en discutant de ça. Et alors, point important, et là on va retomber sur le principe de précaution, il y a quelque chose qui est extrêmement compliqué, piégeux, difficile à cerner, c'est
et que les juristes utilisent beaucoup d'ailleurs, c'est le principe de la proportionnalité. Et c'est quoi une réponse proportionnée? Donc ça, c'est une vraie question. Ça se mesure sûrement à propos des enjeux possibles, des conséquences possibles en termes de coûts de toute nature, économiques, mais aussi humains, sanitaires, et si vous voulez, ou sociaux. Mais voilà, ça reste une vraie question ouverte qui mène à une réflexion méthodologique sur la nature des instruments d'aide à la décision que l'on a et comment ils peuvent être utilisés pour une construction collective des décisions publiques. Donc en d'autres termes, ce qu'on essaye de faire là, ça répond là aussi à des questions qui ont été posées, c'est le décideur, on lui donne des courbes, des tableaux avec des probabilités, des intervalles de confiance, c'est pas forcément sa culture, et il est bien embêté, parce qu'il se dit à un moment, là je maîtrise plus rien, et je dépends complètement du dire de l'expert. Alors il peut s'appuyer là-dessus en disant, mais c'est l'expert qui? Et c'est pas moi, mais quand même. Ça pose un problème parce qu'il a toujours sa responsabilité derrière. Il ne pourra pas s'en affranchir en disant c'est l'expert qui m'a induit d'erreur. Ça ne marchera pas à la fin des fins. Et, in fine, développer l'effort de recherche en économie du risque et de l'incertitude. Donc, en conclusion, des principes essentiellement et des besoins, la transdisciplinarité, toujours invoquée, extrêmement difficile à mettre en œuvre, notamment quand on est un scientifique et qu'on veut un chercheur et qu'on veut faire du transdisciplinaire, c'est en termes de carrière scientifique essentiellement se tirer une balle dans le pied. Donc vous allez boiter à la fin. Donc je me suis tiré une balle dans les deux pieds, donc ça ne se voit pas que je boite. Construction participative de connaissances, l'apprentissage continu pour tout le monde, la transparence, l'évaluation systématique et la possibilité de révision, et l'organisation d'une capacité de jugement qui inclut les experts et les autres parties prenantes. Donc, casser un peu les barrières entre le confort du laboratoire pour le scientifique et qui mettent un pied dans la société. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous trouverez l'avis du comité de la prévention et de la précaution sur ce sujet. Il y en a d'autres aussi très intéressants d'ailleurs. Sur le site du ministère de l'écologie, à dire vrai le plus simple est d'aller taper comité prévention et précaution sur votre moteur de recherche et vous allez trouver toutes ces productions. Voilà, je vous remercie.